Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de juillet qui j'espère va se dérouler sans encombre puisque ça y est, j'ai reçu la nouvelle carte SD et j'espère qu'il va pas y avoir de problème, que ça va pas me couper une partie de mes rushs. Dans tous les cas, sinon je filme aussi avec mon téléphone mais le plan sera forcément beaucoup moins qualitatif. Il y a Kousmi qui marche sur le canapé donc ça fait bouger la caméra. Dis bonjour mon chat. Voilà, donc j'espère que ça va résoudre les problèmes que j'ai pu avoir dans mes précédentes vidéos. Sinon, il faudra que j'achète une nouvelle caméra et on va pas se mentir, ça coûte bien cher. Mais voilà, je vais tourner la vidéo et puis croisons les doigts pour que tout se passe bien. Déjà, on va commencer par ce que j'ai DNF ce mois-ci. Et j'ai arrêté de lire The Once and Future Witches, dont je vous mettrai la couverture ici. J'ai dépassé la moitié pourtant, mais en fait, j'ai l'impression de ne pas avancer. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire, je trouve ça extrêmement long. J'accroche pas plus que ça au personnage, parfois j'ai même du mal à savoir de qui on parle parce qu'en plus il y a un truc où les personnages ont le nom maternel, le nom paternel et donc du coup parfois elles alternent, parfois elles sont appelées par ce prénom là, parfois par l'autre et du coup j'avoue que je suis pas mal perdue et comme le livre est vraiment gros, j'ai décidé de m'arrêter là, voilà, j'y arrive pas, donc celui-ci je l'ai DNF. Après en e-book j'ai lu The Out Across the Lake de Riley Sager qui est donc un thriller et j'ai bien aimé même si c'est pas du tout mon préféré de cet auteur. Pour le coup celui-là ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son mari est décédé, qui s'est noyé dans le lac de leur maison de vacances. Et on sait qu'aujourd'hui elle est alcoolique et donc elle est envoyée de nouveau dans cette maison de vacances pour s'éloigner un petit peu des yeux du public puisque c'est une actrice assez connue et donc bon bah son alcoolisme commence à atteindre vraiment sa réputation, donc elle est envoyée par sa famille de nouveau dans cette maison là et elle va commencer à, comme passe-temps, espionner les voisins d'en face qui sont donc un entrepreneur et sa femme qui était une ancienne mannequin. Et des choses vont s'en suivre, elle va peut-être penser qu'il commence à se passer des choses bizarres dans la maison d'en face. Et voilà, c'est le genre d'histoire qui se lit bien ma foi, les plot twists étaient pas trop mal mais j'en ai un peu marre du stéréotype du personnage alcoolique et du coup tu sais pas vraiment si tu peux lui faire confiance ou pas, tu sais pas s'il est dans la surinterprétation, s'il est juste paranoïaque et tout et j'avoue que je trouve que c'est un peu du vu et revu. Mais c'était quand même une lecture assez fun, si on peut dire ça comme ça. Après, que je n'ai pas avec moi, j'ai aussi lu Cemetery Boys de Hayden Thomas. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai écouté en audiobook et vraiment, j'ai énormément apprécié ma lecture. J'ai trouvé la relation entre les deux personnages principaux super intéressante, vraiment très bien faite, la manière dont ça évolue, c'est hyper naturel. J'ai beaucoup aimé le world building aussi autour des brujos, je sais pas du tout si je le prononce bien, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai bien aimé l'intrigue et tout. Bon, je trouve pas ça non plus transcendant, mais vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre, donc celui-ci est traduit en français en plus, donc si ça vous tente, franchement n'hésitez pas. Ensuite j'ai lu 3 nouveaux mangas ce mois-ci, enfin 2 tomes d'un nouveau manga, mais 3 nouveaux titres de manga, enfin bref, vous allez comprendre quand je vais expliquer parce que là je me perds. En premier, j'ai lu Ajin, voilà. Alors celui-ci, c'est des 3 que j'ai commencé, celui que j'ai le moins aimé, même si c'était bien, juste pour le coup, je pense pas que je vais lire tous les tomes. Je sais même pas si je vais continuer ou si je m'arrête ici parce que ça m'a pas transcendé plus que ça. Mais pour vous donner le résumé, le premier immortel fait son apparition sur un champ de bataille en Afrique. D'autres suivirent bientôt. Aux 4 coins de la planète, ces êtres d'un genre nouveau à la vie éternelle furent appelés Ajin. 17 ans plus tard, au Japon, un lycéen meurt sous les yeux de ses camarades. Revenu à la vie, il n'a qu'une alternative, prendre la fuite. Sa tête est désormais mise à prix, la population entière est à ses trousses. Voilà. Donc c'était bien, mais franchement, je sais pas, j'ai pas cette envie de prendre les autres tomes et de les lire de suite. Donc voilà, on verra si un jour ça vient ou pas. Après, j'ai lu et vraiment bien aimé Princesse de l'Aube, Yona, Princesse de l'Aube plutôt, voilà, qui raconte l'histoire de Yona, princesse du royaume de Koka, qui a grandi dans l'insouciance, choyée par le roi et protégée par son garde du corps et ami d'enfance, le puissant guerrier Ak. À l'approche de ses 16 ans, Yona est heureuse, son cousin et amour secret, Su Woon, vient lui rendre visite pour célébrer son anniversaire, mais ce soir-là, une terrible tragédie survint et sa vie va être bouleversée à jamais. Alors, je sais pas si vous avez capté le truc qui m'a un petit peu perturbée, c'est à l'approche de ses 16 ans, Yona est heureuse, son cousin est amour secret. Là, je me suis dit, oulala. Alors peut-être c'est l'époque, hein, mais effectivement, la meuf est en kiff sur son cousin. Elle veut l'épouser. Cousin proche en plus, hein, c'est pas cousin 3ème degré, hein, c'est vraiment le fils
du frère de son père. L'histoire est quand même très cool, le développement est intéressant, mais au début j'étais en mode d'accord, c'est original. Et enfin, le manga préféré que j'ai découvert donc ce mois-ci, il m'a été offert par mon chéri quand il est allé à la Japan Expo. Je lui avais demandé si il trouvait un manga qu'il trouvait intéressant de me le ramener. Et il a pris un manga dont je lui avais jamais parlé mais qui me tentait trop depuis longtemps, j'étais hyper intriguée. Et c'est Made in Abyss, voilà. Ils sont plus grands que les mangas classiques. J'avoue que je connais pas tous les noms des formats et tout, donc je saurais pas vous dire. Mais j'aime trop en fait. C'est un monde qui est hyper fascinant, donc les abysses, vraiment ça descend énormément sous terre, je vais vous donner le résumé après, et c'est hyper contrasté donc avec l'humour qui est assez enfantin, tout en ayant un univers et une histoire qui est quand même assez sombre, et je trouve que tout ça match plutôt bien. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est que je trouve que parfois il y a des scènes qui sont pas forcément très utiles, sachant qu'on suit des personnages qui ont 12 ans, et il y a beaucoup de scènes où on les voit nus, alors souvent c'est pour un effet comique, pour apporter une blague et tout, mais je trouve que parfois c'est plus que c'est nécessaire, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça reste franchement un de mes mangas préférés, je pense. Donc j'ai lu le tome 1 et 2, et mon copain m'a aussi pris le tome 3 et 4, donc je vais entamer je pense aussi ce mois-ci. Et pour vous donner un petit peu le résumé, au pied de la ville d'Ors s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura du mystère qui l'entoure et qui se font appeler les Caverniers. C'est ici que vit Riko, une jeune orpheline obsédée par l'abysse, désirant marcher dans les traces de sa mère. Un jour, lors de ses prospections, elle découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle n'imagine pas à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Franchement, j'adore. Vraiment, honnêtement, probablement un de mes mangas préférés à l'heure actuelle. Ensuite, on va pouvoir passer donc à tous les romans que j'ai lus en physique. En premier, j'ai lu How High We Go in the Dark. J'ai pris la jaquette de Sequoia Nagamatsu. Et celui-ci, j'aime bien puisque moi j'adore un petit peu les dystopies. Et celui-ci, alors c'est une dystopie dans son histoire, mais ça n'a pas le schéma d'une dystopie classique dans le sens où on suit... au début, on sait juste on suit une chercheuse qui découvre un virus qui est relâché en fait dans... l'Arctique ou l'Antarctique, je ne sais plus. Et ce qu'on va suivre dans le livre, c'est le développement de son virus jusqu'à ce qu'il ait décimé une énorme partie de la population et comment est-ce que ça impacte la population en règle générale et certaines personnes. Et c'est hyper intéressant, voilà, parce qu'on a plusieurs schémas, comment est-ce que ça va impacter cette famille-ci, comment est-ce que ça va impacter le gouvernement, comment est-ce que ça va impacter la personne qui a découvert le virus. Et ça fonctionne super bien et je trouve que ça se... Alors il faut aimer lire ce genre de livre dans la période actuelle. Moi ça me dérange pas du tout et vraiment j'ai adoré. Et en plus le livre audio est vraiment très cool aussi. Après, une de mes sorties les plus attendues que j'avais précommandée, c'est Upgrade de Blake Crouch. J'avais trop envie de découvrir celui-ci quand j'ai vu qu'il en sortait un nouveau, puisque j'ai beaucoup aimé Récursion et Dark Matter de cet auteur. Celui-ci, j'ai bien aimé, mais pas forcément autant que les autres, dans le sens où ce que j'aime souvent avec Blake Crouch, c'est qu'il a pas peur, un peu comme Andy Weir, qui fait de la science-fiction, vraiment lui, dans l'espace, c'est pas juste parfois science futuristique comme on peut avoir dans celui-ci. Il y a ce côté, beaucoup de discussions scientifiques, mais assez vulgarisées pour que quelqu'un qui maîtrise pas le sujet puisse comprendre. Dans celui-ci, j'ai trouvé que c'était parfois trop complexe et que ça nous sortait un petit peu de l'histoire quand on maîtrise pas le sujet. Mais sinon, pour vous donner un petit peu le synopsis, on y suit donc notre personnage qui s'appelle Logan Ramsay et qui en fait évolue... Bonjour. Donc on y suit Logan Ramsay qui en fait évolue dans une société où maintenant c'est possible de modifier son ADN pour se développer, c'est-à-dire se rendre plus puissant, plus de force, une meilleure régénération, pouvoir mémoriser plus de choses, pouvoir dormir plus profondément et donc dormir moins. Et c'est ce qui est en train de se passer pour Logan, sauf qu'il a jamais demandé. En fait, il a été ciblé pour un upgrade, d'où le titre du roman. Et donc le problème, c'est que c'était pas son choix. Ses gènes ont été hackés. Et donc pour comprendre pourquoi, eh bien Logan il va devoir se confronter à son terrible héritage familial qui remonte à la partie la plus sombre de son passé. Et il va se rendre compte qu'en fait il y a quelqu'un qui est en train de construire un plan pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir cette upgrade et qu'il est probablement la seule personne capable d'arrêter eh bien, ce qui est déjà en train de se mettre en place, et il va devoir essayer de gagner cette guerre contre l'humanité. Pour cela il va devoir devenir quelque chose d'autre que lui-même. Voilà. Et à part ça, je trouve que les discussions amenées par le livre sont hyper intéressantes et l'intrigue en soi est vraiment cool. Juste ce côté parfois
scientifique qui gagnerait à être un peu plus vulgarisé. Là, on part sur mon coup de cœur du mois. Vraiment, si à la fin de cette vidéo, il n'y avait qu'un seul livre que vous devriez garder comme recommandation, ça serait The Undertaking of Art and Mercy de Megan Bannon, qui est donc le livre qu'on a reçu dans la Fairyloot Adult Only. Et honnêtement, quand j'ai vu le thème du mois et le livre, je me suis dit oulala, je vais pas aimer. Et mais alors, quelle belle surprise. C'est vraiment une rom-com, grumpy, sous fond de fantasy. Je pensais pas que j'aimais ça, mais j'adore en fait. Franchement, c'est une pépite. J'adore, j'ai tout aimé en fait. J'ai aimé le côté found family, j'ai aimé les personnages principaux, leurs relations entre eux deux. J'ai aussi beaucoup aimé les relations entre les personnages principaux et les personnages secondaires. Je trouve que c'était hyper beau, hyper intéressant tout ça. Tout est hyper bien fait, l'humour était génial. Et pour vous expliquer un peu ce qui se passe, on y suit le personnage de Art qui est un marshal et donc son but, son travail en fait, c'est de patrouiller dans la zone de Tenria qui est une zone un petit peu à la frontière entre deux mondes où les âmes de gens qui ne sont pas passés vers l'au-delà peuvent posséder des corps et ils deviennent des drudges, ça s'appelle. Et Art, en fait, son job, c'est un peu tout ce qu'il a et c'est quelqu'un qui est très seul. Et de l'autre côté, on a Mercy qui n'a jamais du temps pour elle-même. C'est elle qui gère Birdsall and Son, qui est... comment on pourrait dire, une chambre funéraire, non c'est pas une chambre funéraire, comment ça s'appelle? Ah oui, des pompes funèbres, qui gèrent des pompes funèbres, donc c'est elle qui s'occupe des corps, de créer les bateaux qui leur permettent d'accéder vers l'au-delà et tout. Et depuis qu'elle a rencontré Art il y a 4 ans, ils se détestent. Ils s'amusent à toujours jouer avec sa patience et ils passent leur temps à s'engueuler. Et après une nouvelle rencontre en fait avec Mercy qui se passe mal, et bien Art il va décider, et non pas décéder heureusement, il va décider d'envoyer une lettre à un ami, mais un ami, c'est plus a friend dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il a personne en tête mais il se sent très seul, donc il décide d'envoyer une lettre et il s'attend absolument pas à recevoir une lettre en retour, mais ça va arriver et il va commencer à correspondre sans le savoir avec Mercy, qui ne sait pas non plus qu'elle correspond avec lui. Et ils vont devenir un petit peu amis via relation épistolaire. Mais il y a aussi le background fantasy derrière qui commence à se développer, à devenir un petit peu plus dangereux, puisque les drudges qui sont donc dans la zone de Tenria, commencent à être de plus en plus nombreux et même parfois à réussir à traverser le voile vers la ville en fait. Et voilà, ça amène beaucoup de péripéties très très cool et j'ai adoré. Après, on enchaîne avec une déception et c'est Le Contrat d'Orion Gray de Mélanie de Coster que j'ai reçu de la part des éditions Milan. C'est un livre en plus assez court donc il se lit vite, mais pour le coup il n'a pas du tout réussi à mapper, bien que le synopsis me semblait plutôt intriguant, puisque pour vous dire de quoi ça parle, en signant le contrat d'Orion Gray, vous gardez l'apparence, l'énergie et la santé de vos 20 ans jusqu'à 70 ans. La vie rêvée dans un monde parfait. Une dystopie à couper le souffle portée par une question existentielle, à quoi sert de vieillir? Franchement le pitch est plutôt cool, mais j'ai pas accroché avec l'exécution, j'ai pas accroché au personnage, à la relation entre les personnages, j'ai pas trouvé que le world building soit vraiment compréhensible ou intéressant, et la plume m'a pas transcendé non plus, donc non, c'est pas un ouvrage qui l'a fait pour moi. J'ai ensuite enchaîné avec Mikey 7 de Edward Ashton que j'ai reçu de la part des éditions Brajlon et j'ai beaucoup aimé. J'essaye de demander plus souvent des SP en science-fiction puisque c'est un genre que j'adore et au final j'en lis pas beaucoup. Et à chaque fois que j'en lis un, je me rappelle à quel point j'aime ça. Celui-ci en plus se lit relativement vite. Et pour vous donner le pitch, on y suit le personnage de Mikey 7 qui est donc un consommable. C'est un employé jetable d'une expédition qui est envoyé pour coloniser la planète de glace Nilfheim. Donc en gros c'est notre société mais futuriste. Dès qu'une mission paraît trop dangereuse, c'est à lui qu'on fait appel. À chaque mort, un nouveau corps est régénéré, sa mémoire pratiquement intacte. Au cours d'une mission de routine, Mikey 7 est porté disparu. Le temps qu'il regagne la base, étonnamment aidé par une forme de vie locale, un nouveau clone, Mikey 8, occupe déjà son poste. Or, la coexistence des deux consommables est une abomination aux yeux de tous. S'ils sont pris, ils finiront tous deux dans le recycleur à protéines. Tandis que les conditions de vie de Nilfheim se détériorent et que ces étranges habitants s'intéressent à leurs nouveaux voisins, le sort des deux espèces dépendra peut-être de Mikey 7, à condition bien sûr qu'il ne meure pas pour de bon. Voilà. Et c'est une saga celui-ci, puisque j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui était déjà sorti aux États-Unis. Encore une fois, très bonne lecture à lire en été, ça se lit vite, c'est pas transcendant non plus, mais j'ai beaucoup apprécié découvrir cette intrigue et le world building. Après, quand j'avais beaucoup aimé Electra de Jennifer Saints, j'ai décidé de me procurer et de lire Ariadne, donc de la même autrice,
qui est encore une fois, alors ça c'est un truc que je comprends pas trop pourquoi elle appelle ses romans alors pour Ariadne c'est un peu plus logique quand même, mais pour Electra par exemple, le bouquin s'appelle Electra mais on suit exactement au même titre Clytemnestra, Cassandra et Electra, mais voilà, donc dans celui-ci on va suivre Ariadne et sa sœur Phaedra, enfin Phèdre, du coup en français Ariane et Phèdre, et j'ai beaucoup plus aimé la deuxième partie du livre que la première partie, puisque la première partie, moi je m'attendais vraiment à un roman féministe, enfin, c'était vendu comme un retelling féministe de l'histoire, et en fait toute la première partie c'est Ariadne qui décide de tout faire pour aider un mec qu'elle a vu une fois, dont elle tombe follement amoureuse parce que mon dieu il a trop de testostérone, voilà, enfin bref, j'avais aucune alchimie avec Ariadne, j'arrivais pas trop à comprendre ses actions, j'ai trouvé que franchement pour un roman féministe, la nana elle fait quand même au bout de 2 secondes, elle sacrifie tout pour sauver un mec qu'elle vient à peine de rencontrer. Donc voilà, après la deuxième partie est beaucoup plus intéressante, son personnage se développe beaucoup et voilà, j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième partie, mais ce qui fait que mon avis est relativement mitigé sur le roman dans sa globalité et que j'ai largement préféré quand même Electra. J'ai terminé dimanche, donc vraiment tout à la fin du mois de juillet, Wild is the Witch de Rachel Griffin. Encore une fois, c'était une précommande puisque j'avais adoré The Nature of Witches de cette même autrice. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu dans la même vibe. Alors on reconnaît la plume... on reconnaît la plume et le style de l'autrice. Pour autant, je pensais pas en fait que ça allait être juste une romance. Là, c'est vraiment une romance fantasy, mais avec du coup pas vraiment d'intrigue développée derrière. Enfin, je sais pas, en plus j'ai trouvé que l'intrigue était pas folle. Le peu d'intrigue qu'on a était vraiment pas dingue, pas très crédible, tout ça. Donc ouais, j'ai mis 3,5 parce que bon, bah, ça se lit bien, c'est quand même intéressant, c'est bien écrit. Donc j'ai quand même passé un bon moment, mais c'était pas du tout aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Et pour vous donner un petit peu le résumé aussi, en gros, il s'est passé quelque chose dans la vie d'Iris qui fait que maintenant, eh bien, elle a décidé qu'elle ne laisserait plus jamais personne savoir que c'est une sorcière. Il faut savoir que dans cette société, les gens sont au courant de l'existence des sorcières et elles sont tolérées, sauf quand il se passe des accidents, voilà, que certaines font des actions vraiment pas cool, dirons-nous. Et donc voilà, Iris, elle a décidé de ne plus jamais laisser personne savoir que c'est une sorcière. Iris, elle vit aujourd'hui à Washington et si elle cache sa véritable nature, elle est quand même très heureuse de travailler dans un refuge pour la vie sauvage puisque elle, sa sorcellerie, oui, on va dire ça, sa magie, elle touche aux animaux puisque il me semble que ça peut toucher 3 choses différentes, les gens, les animaux et un troisième truc qui n'est pas abordée dans le livre, donc je me souviens plus quelle c'est, mais bref, il y a 3 types de magie et elle c'est avec les animaux, donc elle est extrêmement contente de travailler avec sa mère dans ce refuge, même si elle déteste l'autre personne qui travaille avec elle, qui est Pike Adler, et qui est quelqu'un qui n'aime pas du tout les sorcières. Un jour, eh bien, Pike il va avoir un commentaire vraiment pas cool sur les sorcières et Iris elle va décider de faire une sorte de rituel que sa mère, que sa grand-mère plutôt lui avait appris pour essayer de relâcher un petit peu sa tension, son stress, qui est d'écrire une malédiction et en fait plutôt que de l'envoyer à la personne à laquelle elle est destinée, de la donner à la nature, à la terre. Sauf qu'il y a quelque chose qui va mal se passer et il va se retrouver que eh bien, sa malédiction va se mettre sur une chouette. Voilà, et la chouette va s'envoler avec, sauf qu'il se trouve que si cette chouette meurt, eh bien la malédiction sera relâchée dans la nature et donc ira trouver notre ami Pike et pourra avoir des conséquences désastreuses. Et il se trouve que Iris et Pike vont devoir faire ami-ami pour partir à la recherche de cette chouette puisque Pike veut devenir ornithologue plutôt. Et donc c'est lui qui est le plus à même de l'aider à retrouver cette chouette, ce qui pourrait bien... Voilà, bref. Compliqué à résumer ce livre pour qu'en plus il se passe pas grand chose au final dedans. Hein. Et en dernier, j'ai lu et détesté, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, Le Prince captif de C.S. Pacat, aucune idée comment ça se prononce. Alors oui, j'ai fait, vous l'avez peut-être vu passer, j'ai fait un TikTok sur ce livre pour expliquer pourquoi j'aime pas. Sachant que j'ai pris le temps d'expliquer que j'avais lu tout le tome 1, hein, je l'ai même pas dit à Neve, j'ai lu tout le tome 1 pour être sûre de pouvoir avoir un avis complet. Mais quand même, je me suis retrouvée avec bien, je pense, une vingtaine de personnes qui m'ont dit tu ne peux pas te prononcer, tu n'as pas lu le tome 2 et 3, Valentine. Voilà. Je ne pense pas que je vais lire le tome 2 et 3 parce que ça ne m'intéresse pas. Je pense que je peux déjà savoir si j'aime ou si j'aime pas la plume de l'auteur. Pour vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé du tout ce tome 1, c'est parce qu'en fait je trouve que il y a, alors déjà c'est tout le tome 1 c'est que du viol, vraiment, hein. L'intrigue politique, elle est pas là. Alors il paraît qu'elle arrive dans le tome 2 et 3.
moi je me dis, il y a un moment où il y a quand même un problème si tu ne justifies tes actions et tes propos comme ce qu'il peut y avoir sur le viol autant dans le tome 1 que dans un tome suivant. Pour moi, il y a un juste milieu. Si tu veux aborder des sujets aussi problématiques que ces sujets-là, il faut que ce soit légitimé déjà dans le tome 1. Et là, je trouve que, en tout cas c'est mon avis, hein, bien évidemment, je trouve que ça n'est pas fait du tout. Il y a notamment une scène où je trouve que c'est même érotisé, où on a par exemple un des personnages qui reçoit une fellation sans son consentement, et qui, comme c'est bien réalisé, n'en est pas traumatisé. Voilà, et là je me dis alors... ça peut être, enfin je veux dire, il y a un truc de, ça peut être dénoncer le viol dans un contexte politique et tout. Pour moi, cette scène-là, elle a aucune justification et c'est ce qui me fait dire que je pense que c'est juste, ça sera pas pour moi cette saga et peu importe que je lise le tome 2, le tome 3 et tout, à partir du moment où en plus cette scène-là est instigée par un des personnages principaux, il n'y a pas de justification possible. Encore une fois, c'est que mon avis, vous avez absolument pas le droit d'aimer. Ce que j'apprécie pas, c'est qu'on vienne me dire que mon avis n'est pas légitime parce que j'ai pas lu toute la saga alors que bon, j'ai lu un tome, voilà. Bref, donc tout ça pour dire que ce livre-là, ce n'est vraiment pas pour moi. Et puis voilà, si vous avez aimé, grand bien vous en fasse, mais ce n'est pas mon cas. Et sur ce, je conclus la vidéo ici, qui va être, ma foi, très longue, en espérant qu'il n'y ait pas de bug. J'espère que j'ai tous les rushs et que je vais pouvoir vous poster ça dimanche. Du coup, j'ai en profité aussi pour filmer dans la foulée la seconde partie de mon book haul qui avait disparu, du coup. Et puis sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a été votre meilleure lecture du mois de juillet et votre pire lecture. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.